Et puis, pour le marcheur, il y a l'éblouissement de certains lieux. Il y a des lieux qui sont comme magnétiques en quelque sorte et qui nous donnent un instant le sentiment de l'impossibilité d'être ailleurs. On a l'impression, et je crois que vous l'avez vécu aussi, que toute notre vie converge dans cet instant précis-là, où on est devant cette colline, devant ce paysage, comme s'il n'y avait rien eu avant, d'une certaine manière. On éprouve en les traversant la conviction qu'ils nous attendaient et n'avaient jamais cessé de nous hanter, de nous attendre. Ce n'est pas une découverte, même si on y vient pour la première fois de notre vie, ce n'est pas une découverte, mais c'est un retour. Le temps se dérobe, toute l'histoire personnelle converge vers ce moment, le temps s'arrête, la lumière n'est plus celle qui baigne la vie ordinaire, un autre monde se pressent au sein duquel nous sommes sur le point de rentrer. Une autre dimension du réel s'ouvre, marquée par le silence, la sérénité, la beauté. L'écrivain américain John Haynes rentre chez lui après une longue marche. Le chemin arrive vers la pique où il descend ensuite doucement vers la vallée. Il marche vers la lumière du soir. Je le cite, il écrit « J'écoutais le chant caillouteux de la rivière qui se divisait en bras, un peu plus bas. Pendant un long moment, ce fut comme si je faisais partie intégrante de ce paysage, avec ses îlots noirs et hirsutes et ses pâles barres de sable, comme si rien ne me séparait de cette eau cuivrée, luisante, qui serpentait en s'assombrissant, ni de cette contrée lointaine qu'est la nuit. » Fin de citation. Certains lieux possèdent peut-être une conscience et ils cherchent à dire aux passants leur plaisir de le voir arpenter leur domaine. Si le monde est vivant, le paysage finalement ne se sentirait-il pas seul sans la présence des humains ? Sans doute faut-il parfois assister les dieux, les aider à resplendir lors de notre passage. Il fallait être là à ce moment précis pour que le paysage atteigne sa perfection, avec le sentiment qu'il attendait notre présence et n'est là que pour nous seuls, à la manière d'un don qui n'attend rien en retour, sinon ce sentiment de paix et d'alliance. Je cite l'écrivain américain Thoreau, le père de la révolte politique, désobéissance civile, pardonnez-moi, qui était passionnément lu par Gandhi, par Luther King et bien d'autres. Mais en même temps, Thoreau a écrit quelques textes de marche qui sont absolument sublimes. Et, curieusement, c'était beaucoup un sédentaire, mais les marches qu'il a faites sont vraiment éblouissantes. Alors là, quand il était plus jeune, il a marché sur le mont Wachusett, qui doit être l'une des hauteurs des montagnes du Maine, à l'est des États-Unis. Voilà ce qu'il écrit. Ils sont dans les hauteurs, donc. Avant le coucher du soleil, nous nous sommes promenés le long de la crête, vers le nord, suivis par un faucon qui planait au-dessus de nos têtes. C'était un lieu propice à l'errance des dieux, si solennel et solitaire, à l'abri de toute contagion de la plaine. Fin de citation. Le paysage traversé rappelle par sa beauté la fragilité de toute existence. Il ouvre un chemin d'illumination à l'image du désir, mais il laisse toujours insatisfait dans l'impossibilité de s'en saisir. Nous sommes prisonniers du temps, évidemment, même quand on veut arrêter le temps, comme vous le savez. On a beau faire, on n'y peut rien. Le temps passe. Et écartelé entre la puissance d'appel du paysage et la dérision éprouvée face à lui de se sentir si peu de choses, et pourtant, enlevé à soi-même, il faut passer son chemin. Mais ce renoncement est la promesse même du renouvellement du désir, évidemment. Certains lieux sont plus que d'autres propices à la révélation. Leur éblouissement est un arrachement soudain à soi. Et Jean Grenier, qui fut d'ailleurs le professeur d'Albert Camus en Algérie, et qui a écrit des textes magnifiques, dont Les Îles, par exemple, Jean Grenier se souvient de la commotion, en quelque sorte, vécue par l'un de ses amis, à Sienne, à quelques dizaines de kilomètres de Florence. L'homme arrive, après une longue marche, il arrive dans la chambre d'hôtel qui lui était destinée, il ouvre les volets de sa chambre, et là, il reste absolument suffoqué. Et voilà ce qu'écrit Jean Grenier. Il vit un immense espace où tourbillonnaient des arbres, des cieux, des vignes et des
Il vit un immense espace où tourbillonnaient des arbres, des cieux, des vignes et des églises. Cette admirable campagne qu'Ossiane domine de si haut, il se mit à sangloter. Non pas d'admiration, mais d'impuissance. On lui offrait tout et il ne pouvait prendre rien. Fin de citation. C'est ce qu'on éprouve souvent, évidemment, dans la vie. Jean Grenier poursuit sa méditation en soulignant combien certains paysages, alors il cite son propre florilège en quelque sorte, la baie de Naples, les terrasses fleuries de Capri, de Sidi Bou Saïd, sont des sollicitations permanentes à la mort. Ce qui devrait nous combler creuse en nous un vide infini, tellement c'est beau. Fin de citation. Bien sûr, la vie reprend son cours, mais un instant, elle est suspendue, hors de toute familiarité. Le marcheur est entré dans une dimension de transcendance dont il va devoir se déprendre, non sans peine et parfois non sans douleur. En s'arrachant au sortilège, il sait être infidèle à lui-même, mais sans avoir le choix. Nul ne saurait s'établir dans la proximité du chant des sirènes, et même Ulysse doit partir. Et déjà, le fait d'avoir entr'ouvert l'espace est un privilège rare. L'infini du désir, pour ne pas se perdre, implique la dérobade permanente de son objet, tout en donnant le sentiment d'être toujours à portée de la main. Certains paysages donc portent un don de renaissance. En les voyant, l'amertume se dissipe, le sentiment d'une alliance au monde se renoue, ils appellent à la mémoire d'un retour à l'existence, ils seront désormais comme un talisman intérieur pour ne jamais oublier et cesser d'écouter le chant des sirènes. Jean Grenier raconte à nouveau un moment de plénitude après avoir longtemps marché avec un ami jusqu'à Ravello qui domine la Méditerranée avec ses palais normands et byzantins. Alors je cite encore Grenier. Étendu à plat ventre sur les dalles de la terrasse Cimbrone, je me laissais pénétrer par les jeux de lumière sur les marbres. Mon esprit se perdait dans les jeux de cette transparence, de cette résistance, et puis il se retrouvait tout entier. J'ai gagné, me répétais-je ce jour-là. C'était Noël 1924. J'ai gagné. Tout le monde perd et puis essaie de se rattraper, mais en vain. Moi, à cette heure que je sais, en cet endroit que je puis dire, j'ai gagné d'un coup tout ce qui peut être gagné. Fin de citation. Face à la beauté du monde, on ressent cet écartèlement poignant donc, entre le sentiment de plénitude et le dénuement de sa présence au monde. Et la tradition orientale parle du darsana, le darsana d'un homme ou d'un lieu pour désigner une sorte de don de présence, une aura. On parle souvent du darsana d'un gourou, par exemple, donc, l'illumination qu'éprouvent les disciples en le voyant soudain apparaître. Mais on peut également, bien sûr, parler du darsana d'un lieu. Un peu, pour continuer la métaphore avec l'hindouisme, le monde se libère du voile de Maya. Le Maya, c'est l'illusion des sens, l'illusion de la réalité, etc. Mais quand on est confronté donc, à ces moments d'éblouissement, comme ceux que Jean Grenier décrit, on a l'impression que le voile se lève, et soudain on est confronté vraiment à la plénitude d'un monde qui nous avait jusqu'à présent échappé. Le monde se libère du voile de Maya. Il dévoile sa profondeur sans fin et livre l'homme à l'éblouissement. La chair du monde sollicite toujours un écho chez le marcheur, elle est toujours en résonance intime. L'émotion est souveraine pour l'homme de la vigne qui ne connaît plus la banalité des choses et les retrouve comme un miracle après un long détour. À nouveau, le marcheur connaît le plein vent du monde, il renoue avec les grandes instances que le développement urbain efface, l'expérience de l'espace, du ciel, du soleil, de la pluie, etc. J'en ai parlé d'ailleurs tout à l'heure. La pluie, etc. Tout ce que l'enchevêtrement des rues, la hauteur des immeubles, les lumières le soir, la circulation routière, etc. Tout ce que nous avons perdu et tout ce que les enfants d'ailleurs perdent de l'expérience de la campagne et du monde. Les retrouvailles avec le cosmos ne sont jamais loin. Les pas mènent infiniment plus loin que le paysage. Une marche, par exemple, au cœur de la nuit, sous la lumière de la lune, dans la forêt ou la campagne, laisse une trace de mémoire qui ne s'oublie pas de sitôt.
Sous les étoiles et dans l'obscurité, l'homme retrouve son état de créature, jeté, pour reprendre la fameuse phrase de Heidegger, sous les étoiles et dans l'obscurité, l'homme retrouve son état de créature, jeté dans un univers infini et frémissant. Il s'interroge sur sa présence et baigne dans une cosmologie, une religiosité personnelle, diffuse, mais très puissante sur le moment. La nuit confronte l'homme ou la femme aux deux visages du sacré. L'émerveillement d'un côté et l'effroi de l'autre. Deux manières différentes d'être arrachés au monde des perceptions ordinaires. Si la nuit est un univers d'émotions propice pour les uns, elle est pour d'autres un domaine où règnent d'innombrables menaces. Une zone sans repère qui suscite l'horreur, née du vacillement progressif de toute familiarité. Et la jouissance des premiers moments se mue parfois lentement en une peur qui incite à revenir sur ses pas. La nuit urbaine n'a pas ces miroitements, elle ne porte aucune dimension métaphysique à cause du bruit persistant des voitures qui chassent tout mystère, ou de l'horizon toujours borné par les bâtiments, et surtout la lumière tamisée, dont l'objet justement est de neutraliser la peur, de banaliser les lieux. Une autre vignette, en quelque sorte, de Peter Matthiessen, il est allongé sur la terrasse d'une petite maison, si je puis dire, toujours au Népal, toujours dans le Dolpo, et il regarde la nuit tomber. C'est une phrase que je trouve aussi absolument sublime. Donc, je regarde la nuit s'étendre, une chauve-souris piaille, les étoiles s'allument, bientôt Mars apparaît au nord, dans la brèche sombre de la montagne par laquelle le Tarap descend du Dolpo, et bien au chaud dans mon sac de couchage, je flotte sous le dôme du ciel. Au-dessus de moi, la galaxie de mon enfance poudroie, cachée maintenant en Occident par la pollution de l'air et les lumières artificielles, la puissance, le calme apaisant de la nuit n'existeront plus pour les enfants de mes enfants. Fin de citation. Une phrase très dure, extrêmement belle, mais une phrase très juste malheureusement. D'ailleurs, vous savez bien que maintenant on ne voit plus les étoiles que dans quelques lieux privilégiés, le désert d'Atacama ou d'autres, dans des lieux en tous les cas qui ne sont pas marqués par la pollution comme dans nos contrées.